Téhéran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz à condition que les États-Unis lèvent leur blocus des ports iraniens et mettent fin à la guerre. Une offre qui relèguerait à plus tard les discussions sur le dossier du nucléaire iranien au cœur de la confrontation entre Washington et Téhéran. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering that phased approach? I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. Malgré un cessez-le-feu fragile mais toujours en vigueur, le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran persiste dans le détroit d'Ormuz. Au début du mois, Washington a imposé son propre blocus sur cette voie maritime stratégique, entraînant un double barrage du passage. Les États-Unis affirment vouloir empêcher Téhéran d'exporter son pétrole afin de le priver de revenus essentiels. L'Iran, de son côté, rejette toute responsabilité et accuse Washington d'être à l'origine des perturbations du trafic maritime. Responsibility for any disruption to maritime transport lies with the aggressors, the United States and its supporters. Ces développements interviennent au lendemain de la visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, après l'annulation des pourparlers pour un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, qui devait se tenir au Pakistan. Un tribunal a inculpé lundi le suspect de la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche pour tentative d'assassinat du président Donald Trump. Cole Allen, âgé de 31 ans, n'a pas plaidé lors de l'audience et risque une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer le président. Les autorités ont révélé plus tôt qu'Allen avait rédigé un manifeste avant son attaque dans lequel il détaillait sa haine envers l'administration Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. La Maison-Blanche a accusé le Parti démocrate d'attiser la haine contre Trump, conduisant à la violence politique. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. Les autorités indiquent que le suspect a été maîtrisé avant d'avoir pu causer de blessures graves. Une seule personne, un agent portant un gilet pare-balles, a été touché par un tir d'arme à feu, mais n'a pas été gravement blessé. Cole Allen aurait voyagé de Californie à Chicago, puis à Washington et aurait pris une chambre à l'hôtel Hilton où se tenait le dîner de gala. Selon les autorités, il se désignait comme l'assassin fédéral sympathique dans plusieurs messages et faisait de multiples références à Trump sans le nommer. La première exploitation minière de lithium d'Europe est entrée en service à Suojärvi en Finlande à la fin du mois de février et sera destinée à la fabrication de batteries pour smartphones et véhicules électriques. D'un coût d'environ 783 millions d'euros, le projet Keliber a été principalement financé par le géant minier sud-africain Sibanye-Stillwater et l'Union européenne. Anu Hautala, PDG de Keliber, explique que l'entièreté de la chaîne de production, de la mine au concentrateur en passant par la raffinerie, se trouve dans un rayon de 43 km. We are now extracting spodumene ore. It contains some 1 to 1.3% lithium oxide. Then we transport it to the concentrator, and there the lithium oxide content is increased to 5%. And further to lithium refinery, and there the lithium concentrate is produced as a battery quality lithium hydroxide.
Cependant, dans les villes alentours, les avis sont mitigés. Si les habitants se réjouissent du côté positif que cette mine aura pour l'emploi local, quelques 300 personnes devraient y être employées à terme, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'impact environnemental qu'elle pourrait avoir. Car ce projet, qui sera entièrement opérationnel d'ici 2 ans, couvre plus de 500 km² et 6 autres sites miniers sont prévus dans cette même région finlandaise. Le procès du principal suspect d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024 s'est ouvert ce mardi au tribunal de Wiener Neustadt, dans le sud-est de l'Autriche, sous haute surveillance policière. L'Autrichien, identifié sous le nom de Beran A. et âgé de 19 ans à l'époque, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'appartenance à une organisation terroriste. Il aurait été en contact avec des membres du groupe djihadiste État islamique avant l'attaque prévue. Il aurait également prévu de prendre pour cible des spectateurs à l'extérieur du stade Ernst Happel, où 30 000 personnes devaient se rassembler chaque soir, en plus des 65 000 présentes à l'intérieur du bâtiment. Pour cela, il aurait tenté de se procurer des armes et travailler à la fabrication d'une bombe à fragmentation, grâce à des instructions fournies par d'autres membres du groupe. Les 3 concerts à Vienne de Taylor Swift, prévus dans le cadre de sa tournée Eras, avaient par la suite été annulés. L'avocat de Beran A. déclaré que son client comptait plaider coupable pour la plupart des chefs d'accusation. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. L'auteur présumé de la double fusillade survenue dans le centre d'Athènes a été arrêté à Patras, à environ 215 km au sud de la capitale, Athènes. Selon la police, cet homme de 89 ans a été retrouvé armé dans un hôtel avant d'être interpellé. Les enquêteurs pensent qu'il envisageait de quitter la Grèce pour rejoindre l'Italie afin d'échapper à son arrestation. Les autorités étaient en état d'alerte maximale depuis la matinée. Le premier incident s'était produit à 10h30 dans les locaux de l'EFKA, l'organisme national de sécurité sociale situé dans le centre de la capitale grecque. Selon des sources policières, l'homme était entré dans le bâtiment avec un fusil de chasse dissimulé sous sa veste, ouvrant le feu et blessant un employé à la jambe. Le second incident a eu lieu à la cour d'appel d'Athènes. Il avait réussi à s'y introduire par une entrée dépourvue de détecteurs de métaux et sans présence policière. En apercevant des membres du personnel, il avait de nouveau ouvert le feu au guichet du rez-de-chaussée, blessant 4 autres personnes. Les 5 victimes de la fusillade ont été prises en charge à l'hôpital. Leur état n'inspire pas d'inquiétude. Les autorités grecques ont mis en place de nouvelles mesures de protection civile pour Santorin, conformément aux recommandations des comités scientifiques chargés de surveiller les risques sismiques et volcaniques. Objectif principal de ces restrictions, éviter la surfréquentation du port de l'île et réduire le temps passé par les automobilistes dans cette zone. Le trafic va donc y être régulé. Parallèlement, les autorités ont publié une carte interdisant l'accès à certains lieux de l'île situés dans des zones à haut risque en cas d'activité sismique liée au volcan. Une prise de taille ce lundi au Mexique. Les autorités locales ont annoncé l'arrestation de l'un des chefs du redoutable cartel de Jalisco dans l'état de Nayarit. Odias Flores, plus connu sous le nom de El Jardinero ou le jardinier en français, a été arrêté par les forces de sécurité lors d'un raid mené contre une petite cabane située à 20 km au nord de la station balnéaire très prisée de Puerto Vallarta. Âgé de 45 ans, il aurait supervisé les opérations du cartel le long de la côte pacifique du Mexique et était largement considéré comme le successeur de Nemesio Oseguera, le chef du groupe, qui aurait été tué lors d'un raid policier en février. Sa cachette aurait été gardée par une 60aine d'hommes armés et une 30aine de pick-up. Au moment du raid, les gardes du corps se sont dispersés dans une tentative de détourner l'attention des autorités, mais le baron de la drogue a finalement été retrouvé caché dans un canal de drainage. L'un des principaux blanchisseurs d'argent du cartel a également été arrêté sur les lieux. Aucun coup de feu n'a été tiré. Cette opération avait été planifiée pendant plus de 19 mois avec l'aide des services de renseignements américains. Près de 500 soldats et 6 hélicoptères y ont pris part. Washington avait promis une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture d'Odias Flores.
Il y a exactement un an, en fin de matinée, voici ce qui s'est passé. Le Portugal et l'Espagne ont été frappés par une panne de courant majeure qui a privé des millions de personnes d'électricité pendant plus de 12 heures. Aujourd'hui, on sait que la panne a pris naissance dans le sud de l'Espagne, des défaillances techniques ayant provoqué des surtensions dans le réseau portugais. Depuis ce jour-là, on recommande de plus en plus aux gens de disposer d'un kit d'urgence pour au moins 72 heures. Mais serait-il prêt si une autre panne de courant venait à se produire? Eu sou escoteira, então eu já tinha kit pronto, tinha rádio. Tenho tudo, exceto a telefonia, digamos assim, o rádio, pronto. De resto, lanterna, conservas, dinheiro em casa, pronto, isso eu tenho sempre. Agora comprei rádio com pilhas, tenho sempre pilhas suplentes em casa, água e, além disso, para o apagão também me preparei para possível tremor de terra. Tenho uma mochila com várias coisas, cobertor, apito. Fosse comprar papel higiênico, garrafas de água, abastecer despensas, parecia que o mundo estava a acabar. Ici en Espagne, cette panne d'électricité semble déjà être un événement très lointain et oublié. La verdad que no lo he vuelto a pensar ni me ha afectado en nada. ¿Tenéis ahora un kit de emergencia o más comida o efectivo en casa por si pasa otra vez? En realidad al principio sí lo hicimos, pero como todo, acabamos relajándonos. De l'eau potable, des denrées non périssables, une trousse de premier secours, une lampe torche, une radio à pile et un chargeur portable pour le téléphone. Voilà quelques-uns des éléments indispensables dans ce kit de survie. Pelo menos estamos mais preparados. E nada como uma lanterna e ler livro, ouvir música no rádio como antigamente, portanto voltar ao antigamente. Sabermos viver bocado também sem as tecnologias, sem estarmos ligados constantemente à internet. Un an plus tard, le groupe de travail parlementaire créé à la suite de la panne a présenté son rapport final contenant des propositions visant à renforcer la réponse aux futures coupures de courant et d'une manière générale à mieux préparer le pays aux crises.